C'est les deux plus gros arrondissements de Lyon. 100 000 habitants pour vous, 90 000 pour nous. Ce sont des gros arrondissements. Voilà. Et Anne Missler, moi je suis adjointe aux arts et aux cultures de la ville de Strasbourg. Voilà, nous sommes donc un groupe d'élus à la culture, écologistes. Il manque avec nous trois collègues. Dimitri Bouteleux, qui est adjoint à la culture de la ville de Bordeaux. Christophe Dupin, adjoint à la culture et droit culturel de la ville de Tours. Lucille Lheureux, adjointe aux cultures de la ville de Grenoble. Et Charles, ça fait 4, Charles Reverchon, bio, qui est adjoint aux espaces publics délégué au droit culturel de la ville de Poitiers. L'équivalent de l'adjoint à la culture, mais avec, vous voyez qu'on a tous des titres très différents, mais c'est aussi des signaux qu'on envoie par rapport à des choix de politique culturelle. Lucille, non c'est pas Lucille, c'est Grenoble et Rennes ont élu des majorités avec des écologistes dès 2014. Et l'ensemble des autres élus ont été élus en 2020. Depuis 2020, on se retrouve régulièrement tous les 8, à peu près 2 fois par an. On a voulu avoir ce travail, ce dialogue entre nous pour partager nos expériences, bien sûr, et voilà, réfléchir ensemble aux thématiques sur lesquelles on souhaite travailler. Ça paraît pas si évident que ça de passer de l'écologie à la politique culturelle, mais on a tous une histoire et des parcours dans le secteur culturel, plus ou moins, et donc on partait pas de rien, hein. Ça fait depuis les années 2000 que les écologistes travaillent beaucoup sur ces questions culturelles, avec une commission culture particulièrement active, mais en tout cas, ce qu'on a à dire en tant qu'élu aux responsabilités dans des grandes villes, c'est assez récent, et il a fallu effectivement construire un peu ce corpus de programmes, de propositions, et c'est ce qu'on fait ensemble depuis 2020. Ce dialogue entre nous nous a permis d'élaborer donc un document que vous avez entre les mains. N'hésitez pas à demander pour ceux qui n'en ont pas, on a d'autres exemplaires. Et donc c'est une espèce à la fois de bilan et de mise en commun de l'ensemble de nos actions qu'on a menées dans nos villes. On a choisi des thématiques voilà, qui nous préoccupent particulièrement en tant qu'écologistes. On a évidemment voulu dans ce document montrer un peu notre singularité, notre différence par rapport à d'autres élus, d'autres partis. Bien sûr, les thèmes autour des transitions sont très importants dans nos plans d'action, mais aussi des thématiques autour des droits culturels, de la diversité culturelle, de l'égalité des genres, de la lutte contre les VHSS, et puis et bien sûr de la question de l'emploi des artistes. Juste pour compléter aussi, se dire que les sujets culturels, c'est pas toujours les premiers sujets qui sont portés par nos militants. Néanmoins, nous, on est absolument convaincus que pour faire société, c'est extrêmement important aussi de penser la culture et de permettre à la culture de prendre toute sa place. Et donc, c'est vraiment l'objet du travail de la commission. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment ce qui a été fait par les élus qui sont adjoints à la culture dans les grandes villes. Néanmoins, on a aussi une commission qui est active et qu'on vous invite à rejoindre si vous en avez l'envie et le temps. Et notre responsable est d'ailleurs devant moi, c'est clair. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de vous parler de ça. Et ce petit livret, il est évidemment à disposition. Vous pouvez en parler autour de vous, le faire passer, parce que ce qu'on y décline, on va vous le présenter maintenant, mais c'est déclinable dans toutes les collectivités, dans toutes les tailles de collectivités, parce que c'est vraiment des grands axes qui sont vraiment tellement propres aux écologistes. Et je vous rappelle qu'il existe un autre livret qui s'appelle Culture en campagne, qui traite plus particulièrement, voilà, Pascal vous le présente, qui traite plus particulièrement des territoires ruraux et de la... Voilà.
n'hésitez pas à demander à Pascal. On commence. Alors, vous avez vu dans le plan, il y a 12 thèmes. On ne va pas tous vous les présenter. On va être très rapide parce qu'on voudrait avoir quelques échanges avec vous. Je commence par le thème de la transition écologique. Alors, évidemment, en tant qu'écologiste, on veut travailler sur cette thématique-là. Une thématique qui était peu abordée, qui n'était pas une première préoccupation forte dans le secteur culturel, même si certains territoires travaillaient sur ce sujet-là. En tout cas, on sait que même si la culture n'est pas le plus gros secteur, le plus producteur de CO2, ça reste quand même des événements, alors surtout sur la dimension événement, festival, c'est des vrais problèmes, des vraies problématiques, notamment sur le transport. Et donc, on a vraiment voulu sensibiliser. On a une démarche. Alors, à Rennes, pas particulièrement, mais à Rennes, je vais vous parler de Rennes parce que c'est plus facile pour moi. On a beaucoup travaillé sur cette thématique-là dès 2017, avec une démarche à la fois d'abord de sensibilisation, de mobilisation de l'ensemble des acteurs et des actrices de la culture, après de formation des agents, mais également formation de tous les acteurs et des artistes sur ces enjeux de transition écologique, et puis après l'élaboration et la co-construction d'un plan d'action. Ce plan d'action s'est traduit par la création d'un outil d'éco-responsabilité qui s'appelle la boussole de l'éco-responsabilité, qui permet, dans le cadre du dialogue entre la collectivité et nos partenaires culturels, d'aborder systématiquement ces questions de progrès, d'amélioration continue de leurs pratiques et des nôtres aussi, parce qu'on a aussi beaucoup d'équipements en régie, d'amélioration continue de leurs pratiques pour aller vers des pratiques beaucoup plus sobres en production de CO2. Cette boussole aborde les quatre grands piliers. À l'époque, c'est ancien. En 2017, on parlait de développement durable. Maintenant, on parle de transition. Mais les quatre piliers du développement durable, qui sont l'économie, le social, le management et l'environnement. Et on demandait à chaque partenaire de se donner un objectif pour l'année suivante d'amélioration avec des indicateurs assez précis. Ce dialogue a vraiment permis d'avancer, de faire avancer tout le monde. Bien sûr, on sait que c'est la mobilisation générale, pour employer un mot un peu, qui permet de faire avancer tout le monde, parce que s'il y en a un qui avance et pas les autres, et ben voilà, ça s'arrête très, très rapidement. En tout cas, c'est le fait d'emmener tout le monde et de sans arrêt revenir sur ces engagements et ces objectifs qui a vraiment fait bouger les choses. Bien sûr, derrière, il y a toujours cette petite musique qu'on avait commencé à chanter dès le début du mandat, qui est que on aimerait bien mettre en place l'éco-conditionnalité des aides. Et ça, les acteurs sont très sensibles à cette question-là. Et c'est certainement ce qui a fait bouger beaucoup de monde. L'idée qu'effectivement, et c'est quelque chose que je pense qu'on mettra en place au prochain mandat, c'est la conditionnalité des aides, c'est un outil assez puissant, évidemment. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, pour que le progrès soit beaucoup plus rapide. Et de toute façon, c'est des choses qui sont tout à fait atteignables, hein, l'égalité femmes-hommes, comme d'avoir des pratiques éco-responsables. Et donc l'éco-conditionnalité des aides publiques, on est en train de mettre ça en place pour le prochain mandat, et je pense qu'on va être beaucoup plus éco-responsable à l'avenir. Je te passe la parole, Philo, pour la thématique des droits culturels. Oui, alors moi je vais vous parler d'une autre thématique, c'est celle des droits culturels. Ça, c'est vraiment un point commun à toutes nos politiques culturelles de ville écologiste, parce que vraiment, on s'appuie là-dessus. Et pour vous dire les choses très concrètement, je vais vous dire comment ça s'est passé à Lyon. En fait, déjà, on a fait en sorte que tous nos services soient formés à cette notion de droit culturel. Pour vous dire les choses un peu... comment dire, simplement, l'idée est de sortir d'une approche de la culture complètement descendante, qui fait que, que nos amis socialistes ont mis en place pendant des années, hein, à savoir qu'on apporte sur un plateau des objets culturels partout, et puis on attend que les gens s'en saisissent. Force est de constater que ça peut marcher, mais ça peut aussi souvent ne pas fonctionner du tout.
Et quand on met en place les droits culturels, et ben, justement, on fonctionne différemment parce que on fait en sorte que tout un chacun se sente acteur de la culture qui se fait, qui a lieu, et ça devient de fait évidemment l'objet de nouvelles découvertes, mais on devient aussi soi-même l'objet de découverte pour les autres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on met en place, et ça, c'est un fil conducteur de toutes les politiques culturelles écologistes de nos villes. Donc voilà, et on sera hyper disposé à en parler avec vous après si vous avez des questions à ce propos. Et je ne sais pas à qui je dois passer la parole. À moi encore. Ah, et ben. C'est encore moi pour vous présenter donc le sixième thème, la co-construction et la coopération. Évidemment, pour nous écologistes, associer les personnes concernées au débat et à la construction d'une politique publique, c'est un réflexe qu'on a tout de suite. À Rennes, effectivement, on a organisé dès 2015, du coup, là, au début de mon premier mandat, les États généraux de la culture, qui ont été un moment important, qui a duré quasiment 6 mois, donc d'ateliers, de forums, avec une grande liberté donnée à tous les participants, qui ne sont pas uniquement les acteurs et les actrices de la culture, mais également des autres professionnels du social, de la santé, de l'éducation, qui sont concernés par la vie culturelle, mais aussi des habitants qu'on est allé chercher, qu'on a poussé à venir dialoguer avec nous. C'est fondamental dans la réussite de ce type de co-construction d'avoir des personnes qui ne soient pas uniquement des professionnels du secteur. Les habitants, par leur regard, par leur écoute, obligent les acteurs et les actrices de la culture à parler sans leur jargon habituel et à bien mesurer quel est l'impact de leur action pour les habitants. On n'est pas dans l'entre-soi, on est vraiment dans la relation et dans l'utilité publique, l'utilité sociale de la culture par rapport à une population, et c'est évidemment essentiel pour nous. La co-construction, c'est bien sûr une démarche qu'on a voulu systématiser sur l'ensemble du mandat, donc avec des instances régulières. Nous, on a une assemblée des acteurs qui se réunit tous les ans, avec un groupe de personnes qui travaillent avec la direction de la culture à choisir des thématiques et avec des invités. Voilà, c'est des après-midi d'échanges et de co-construction qui permettent de corriger, de rectifier la feuille de route de la politique culturelle, mais les autres villes ont fait la même chose. Bordeaux a organisé un forum de la culture. Lyon a coécrit, je crois, une charte de la coopération culturelle. Et puis, quasiment toutes les villes ont mis en place, enfin toutes les villes, pas toutes, mais Grenoble, Lyon, Tours, Poitiers, des rendez-vous. Alors, c'est des petits déjeuners, des goûters, qui sont des moments de dialogue tout à fait libres et sincère entre la direction de la culture, les élus et l'ensemble des acteurs et des actrices qui veulent venir dialoguer avec eux. Et ça permet d'expliquer les choses, d'être dans une écoute tout à fait honnête et sincère des remontées du secteur et des questionnements sur la feuille de route de la politique culturelle. Je m'arrête là et je te repasse la parole, Philo. C'est vraiment un échange. Là, justement, c'est le 8, c'est l'égalité. Très bien. Je n'étais pas là à la petite réunion de préparation. Oui, alors, donc, cette thématique-là, c'est les égalités des genres et les luttes contre les VHSS. Donc, je vais à nouveau vous parler de Lyon. Voilà, c'est ça, pardon. Pardon, du coup, je perds mes mots. Oui, à Lyon, ce que nous avons mis en place, et nous ne sommes pas les seuls parce que ça a été le cas aussi à Strasbourg, nous avons mis en place une budgétisation sensible au genre. Donc, l'idée est de regarder comment ça se passe, comment sont répartis les budgets, puisqu'il faut savoir que dans nos grandes villes, le budget de la culture, c'est le deuxième budget de la ville. Donc, ce sont des très grosses sommes d'argent. C'est après l'éducation, mais ça reste vraiment des budgets importants parce qu'on a des obligations culturelles dues à nos grandes institutions. Donc, se pencher sur comment est réparti cet argent entre les hommes et les femmes, ça permet d'éclairer beaucoup les choses. Et donc, ça nous paraît être un point de départ extrêmement important
pour envisager une politique publique qui soit à l'image de ce que nous portons. Donc voilà. Et l'autre chose dont on peut vous parler aussi, c'est que on a mis aussi en place une conditionnalité des subventions au niveau du sport et au niveau culturel à une formation aux violences et harcèlements sexistes et sexuels. Et donc, de la même manière, en fait, on met en place des process qui font qu'on demande aux gens de se former pour éviter les débordements et qu'on arrive à retrouver un cadre serein à ce niveau-là. À qui dois-je passer la parole? Merci, merci. Moi, je vais évoquer rapidement l'éducation artistique et culturelle, que certes tout le monde partage, mais dans nos villes, nous avons mis un accent dès le début de nos mandats respectifs sur cette question de l'éducation artistique et culturelle, parce que c'est quelque chose de fondamental de sensibiliser dès le plus jeune âge. Alors nous, à Strasbourg, nous avons choisi le livre comme point d'accroche de cette éducation artistique et culturelle. Et nous avons mené un travail sur plusieurs mois pour décrocher le label Capitale mondiale du livre UNESCO. Et donc Strasbourg est la première ville à avoir décroché ce label. Et pendant un an, donc d'avril 24 à avril 25, nous avons développé à tous les stades du territoire, mais à tous les âges de la vie, depuis même la femme enceinte jusqu'à l'âge ultime, toute une série d'actions autour du livre, de l'illustration, de l'écriture, de la lecture orale, de la lecture évidemment à partir du support. Et nous avons bien sûr travaillé avec l'éducation nationale pour le temps scolaire, où on a développé énormément d'actions, mais aussi surtout le hors temps scolaire et travailler avec les centres socioculturels, mais aussi le milieu sportif, évidemment aussi avec les prisons, avec les hôpitaux. Enfin, on a essayé de toucher l'ensemble de la population et ça rejoignait la question des droits culturels, évidemment. Et ce que je vous dis là, on l'a fait à partir du livre, mais on a mobilisé l'ensemble du monde culturel et artistique dans tous les domaines, parce qu'il y a différents types de lectures, y compris la lecture du paysage, la lecture architecturale et leurs écritures, la lecture chorégraphique, musicale, etc. C'est-à-dire qu'on a essayé de brasser l'ensemble qui a permis du coup une diversité d'actions extrêmement importante. Vous avez peut-être vu certaines lignes de trame que vous avez pu emprunter qui ont été illustrées spécifiquement par des illustratrices et illustrateurs de façon à sillonner l'ensemble de la ville. Et c'est porter aussi un message sur l'importance de l'illustration dans le contact notamment des enfants au départ, sur l'importance du livre et donc de la lecture. Voilà, c'est juste un exemple, mais chacune de nos villes a essayé de décliner cette question d'éducation artistique et culturelle sous différentes formes parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel, notamment pour lutter contre toutes les mauvaises informations, contre le support, comment dire aujourd'hui, d'un certain nombre de jeunes de n'avoir que des écrans comme élément d'information. Alors évidemment, on a aussi traité la question de l'information, de la désinformation, de l'intelligence artificielle. Enfin, on a essayé de brasser avec nos partenaires de l'université et puis tous les partenaires culturels et artistiques. Merci Anne. On prendra vos questions à la fin. On a encore 3 thèmes à aborder. Moi, je voulais aborder le thème de l'emploi artistique. C'est évidemment fondamental pour les collectivités d'être exemplaires sur les conditions de rémunération des artistes. Vous savez que les écologistes travaillent également sur la question de la continuité de revenus des auteurs et des autrices. Mais dans le spectacle vivant, il y a des réglementations qui sont très précises sur les conditions de rémunération des artistes et on est très attentif à cela et on est très attentif à ce que tous nos partenaires, qu'ils soient scènes labellisées, évidemment là en général il n'y a pas de problème, mais également les assos rémunèrent bien les artistes dans les conditions normales.
Et toutes nos conventions, nos convention pluriannuelle d'objectifs précise bien cette condition, cet engagement à bien rémunérer les artistes comme il se doit, et bien sûr les artistes, les techniciens et toutes les personnes qui travaillent. Ce qui n'empêche pas le bénévolat, bien entendu, mais c'est deux statuts différents. Je voulais juste citer également un exemple de ce que d'un progrès, parce que c'est assez récent, ça date de 2015, le GIP Café-Culture, le groupement d'intérêt public Café-Culture. Je crois que toutes nos villes sont adhérentes du GIP aujourd'hui. Le GIP regroupe 90 collectivités maintenant, 90 collectivités de toute la France, des régions, des départements, mais surtout des communes et des intercommunalités. Voilà, on est 8, je crois, collectivités écologistes, ça représente déjà un dixième, c'est quand même pas mal pour le GIP. Le GIP propose, en fait, le GIP a créé 2 fonds d'aide. Un premier fonds d'aide pour les cafés-concerts, donc pour soutenir l'emploi artistique dans les cafés-concerts. Les cafés-concerts font leurs concerts, déclarent leurs artistes, et dès que les cotisations sont payées au GUSO, guichet unique, effectivement, le GIP verse un pourcentage de la masse salariale à l'employeur. Ça peut aller jusqu'à 65% de la masse salariale, quand même, c'est pas rien. Mais c'est conditionné par l'adhésion de la collectivité du territoire dans lequel se trouve le bar. Donc c'est important que les collectivités soient mobilisées et puis adhèrent et apportent une contribution suffisante pour soutenir cet emploi. Et le deuxième fonds qui a été créé il y a 2 ans, qui s'adresse à tous les autres organisateurs occasionnels hors bar, donc des associations, des comités des fêtes, une association de parents d'élèves, mais surtout ça concerne bien entendu les territoires ruraux où il n'y a pas d'équipement culturel ou très peu, et c'est souvent les habitants qui créent l'événement culturel. Et donc ce deuxième fonds permet d'accompagner ces associations dans les mêmes conditions que les bars. Donc c'est quelque chose d'important parce que ça soutient la participation des habitants, ça permet donc les droits culturels, la réalisation des droits culturels, hein, la participation des habitants à la vie culturelle, et ça encourage également le privé, parce que ça peut être aussi un soutien apporté à des entreprises. Les bars sont évidemment des entreprises, et donc des petits commerces qui font vivre leur territoire et apportent leur contribution à la vie culturelle de leur territoire. Voilà, c'est un exemple, je trouve, assez vertueux et qui est plein d'avenir. Et là, il nous reste 2 thèmes qui vont être présentés par Jacques. Philomène a rappelé tout à l'heure que le budget culturel était un des principaux budgets des collectivités locales, le premier ou le deuxième, surtout dans les grandes villes. C'est tout à fait le cas, bien sûr, à Lyon, à Bordeaux. Et dans ce budget culturel, les grands équipements occupent une place importante en termes de ratio. Hein, je vais prendre l'exemple de l'Opéra de Lyon que nous connaissons bien avec Audrey Enoch, qui est l'adjointe à la culture de la mairie centrale, et moi, puisque nous sommes tous les deux au conseil d'administration de l'Opéra. L'Opéra de Lyon avait déjà, avant notre arrivée, commencé à faire un travail, j'allais dire, de prise en compte des conditions environnementales, etc. Mais nous avons amplifié, et de ce point de vue-là, l'Opéra, comme d'autres équipements, et l'Opéra de Bordeaux aussi a fait la même démarche, a vraiment engagé une politique résolue pour aller dans le sens de favoriser la transition écologique. Comme on le sait, et c'est aussi le cas de l'Auditorium de Lyon, l'Orchestre national de Lyon, le bilan carbone est un élément important pour justement apprécier cette contribution. Et l'Opéra et l'Auditorium ont fait, il y a plusieurs années, il y a 3 ou 4 années, un bilan carbone qui sert justement à attirer l'attention sur les différents éléments contributeurs de cette production de carbone. Or, on le sait, il y a l'élément fort du bilan carbone, c'est le transport, la mobilité. La mobilité des usagers de l'opéra ou de l'auditorium,
la mobilité des artistes, surtout quand on est un opéra qui a une renommée internationale, donc on va avoir bien sûr des déplacements importants, mais aussi la mobilité de décors. Et donc, il y a un accent qui est mis pour essayer de favoriser la réduction du volume de ces déplacements et donc sur leur contribution justement à la transition écologique. Mais c'est aussi d'autres équipements, c'est les musées qui aussi font en sorte de réduire autant que possible leurs dépenses énergétiques, de favoriser la coopération entre les équipements. Cette coopération, elle va jusqu'à, par exemple, pour les équipements de spectacle vivant, de mettre à disposition des décors, mettre à disposition des costumes pour d'autres équipes, d'autres théâtres de moindre envergure et qui, bien sûr, seraient amenés à avoir des dépenses importantes de cette nature. À Strasbourg, je passe sous le contrôle Anne, les grands équipements ont vu leur subvention diminuer de 2,5%, mais pour favoriser l'action culturelle des amateurs d'une part, et puis d'autres et des équipes qui ne sont pas les grands équipements. Donc voilà, toute une série de démarches visent toutes à favoriser la prise en compte de la transition et la prise en compte des droits culturels, la prise en compte aussi d'une accession à la culture plus large pour favoriser, dans la perspective justement des droits culturels, l'expression de toutes les cultures et notamment des cultures jeunes, des cultures qui ne sont pas forcément toujours, qui n'ont pas toujours été forcément valorisées. Voilà pour l'essentiel sur les équipements. Et donc, je me donne la parole pour continuer sur les grands événements à l'aune du dérèglement climatique. On le sait, ça a été dit, il faut en prendre conscience, les grands événements, notamment les festivals, et on sait très bien que un des processus qui est beaucoup intervenu dans ces 20 dernières années en matière de politique culturelle, c'est précisément la festivalisation de l'action culturelle. Le nombre de festivals de toute nature explose, et sur toutes les dimensions, non seulement artistiques, mais même culturelles. Donc, c'est important. Il faut. D'accord. C'est donc particulièrement important de travailler à lutter contre ce dérèglement climatique sur ces grands équipements. Donc, alors, c'est la question des déplacements, là encore, des tournées. Il y a des compagnies qui font maintenant leur tournée en train, même certains qui le font en vélo, puisque, comme je l'ai dit, les déplacements sont le premier poste de consommation d'énergie des événements. Il y a aussi, dans ce domaine-là, la logique du réemploi du matériel, des décors, la création de plateformes de partage des ressources, aussi les recycleries culturelles sont en train de se développer un peu partout. Donc, tous ces éléments-là contribuent à favoriser la lutte contre le dérèglement climatique. De même, mais tu l'as dit dans ton introduction, l'éco-conditionnalité des subventions est un des éléments qui, bien sûr, est pris en compte dans les conditions qui sont mises aux subventions pour les grands événements.
Oui, juste, enfin, vous savez le contexte financier actuel et là, tout ce qu'on vous a présenté, bah, finalement, on n'a pas trop de peine à rentrer en dialogue avec nos directions d'institutions à ces propos, parce que c'est une façon de faire des économies aussi, de réfléchir à des tournées différentes, de réfléchir à une mutualisation des décors, etc. Enfin, finalement, ce qu'on porte en matière d'écologie au niveau culturel, c'est beaucoup de bon sens. On défend bien sûr la sobriété. La sobriété, c'est aussi aller à l'essentiel de l'action publique. On a pu, je sais à Rennes, réduire le nombre d'expositions dans les musées, passer de 3 à 2, mais faire des expos beaucoup plus longues sur leur durée, ce qui ne change pas la vie culturelle en soi et l'accès à la culture, mais réduit effectivement notre impact sur l'environnement et permet de rentrer dans nos budgets qui sont effectivement très contraints aujourd'hui. Notre document vous présente en pages 32 et 33 une synthèse un peu de propositions d'amélioration de nos politiques culturelles. C'est aussi un conseil une recommandation qu'on fait aux militants qui travaillent sur le programme des municipales. Ça peut être vraiment des orientations qu'on trouve fortes, qui ont été réalisées. Donc c'est faisable, c'est atteignable, c'est soutenable. Et en tout cas, c'est des vraies avancées pour une culture plus écologique. Voilà, on vous propose de vous donner la parole si vous avez des questions ou des témoignages. Merci beaucoup. Je suis Lionel Wartel, je suis professionnel de la culture. Je suis actuellement directeur du centre de formation de musiciens intervenants d'Île-de-France, à l'université de Paris-Saclay. J'ai été longtemps directeur de conservatoire et avant j'étais enseignant. En ce moment c'est la clarinette. Voilà. Et je suis adhérent des Verts depuis 25 ans. Oui, alors j'ai une question. J'ai une question. En général, je suis. J'ai une question qui concerne quelque chose qui n'a pas été évoqué sur une démarche possible, qui est un engagement des collectivités vers une démarche de responsabilité sociétale des organisations, une démarche RSO, qui permet de penser globalement pour la collectivité. Alors, c'est contradictoire avec les coûts qui ont été évoqués, parce que c'est une démarche qui coûte beaucoup d'argent, mais qui peut être engagé sur certains équipements. Je pense au Grand T à Nantes, je pense à la Maison des Métallos à Paris, qui, par rapport justement aux démarches en termes de transition écologique, sur les décors, sur les coûts inhérents au spectacle. Voilà. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des réflexions qui sont engagées à ce sujet ? Alors, c'est vrai. Alors, oui, il y a des démarches qui sont engagées sur ce sujet. Je sais qu'à Rennes, c'est une démarche qui est partagée avec d'autres politiques publiques. C'est là où effectivement le passage s'est fait. Nous, à la culture, on a beaucoup travaillé sur la transition écologique, sur tous ces enjeux-là. Et mes collègues à la vie associative, au sport, etc., ont voulu élargir à la responsabilité sociale des entreprises et des associations RSEA. Et c'est pourquoi pas, enfin, c'est même très intéressant d'élargir ce contrat entre une collectivité et ses partenaires avec une responsabilité qui va au-delà de la question purement environnementale, mais sur aussi la responsabilité sociale. En tout cas, il est clair que pour nous et pour tous les écologistes, il n'y a pas de transition sans justice sociale. Donc, évidemment, la prise en compte de la question sociale, de juste rémunération, d'accessibilité, de cohésion sociale évidemment est très importante, et on ne pourra pas faire ces améliorations sans prendre en compte cette dimension-là également. Donc oui, c'est vrai que nous, à la culture, la question de la responsabilité sociale, elle est quand même plus facilement abordée que dans d'autres secteurs, il me semble, notamment dans le sport, et que la priorité était quand même plus de travailler sur la transition écologique, mais bien sûr, il faut associer les deux. Excusez-moi. Bonjour, donc, je suis Jules Camilluvic, je suis artiste visuel
voilà, ouais. Non, pas intermittent en CDI. Excusez-moi. Alors, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez des réflexions sur l'articulation entre les industries culturelles et créatives et la culture, on va dire, enfin, qui se relève plus de l'industrie, mais où il y a quand même des porosités en termes de compétences, de formation, etc. Et comment dire, le reste des politiques culturelles. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez, comment dire, des recommandations sur qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un bon profil pour un adjoint à la culture ou une adjointe à la culture écologiste. Pour la première question, en fait, toute la réflexion qu'on a menée autour des grands événements tourne autour de ça. Parce qu'évidemment, on nourrit une grande inquiétude par rapport à l'industrie culturelle, toujours de plus en plus macro. Donc oui, on peut en parler. Enfin, là, je pense que c'est pas le lieu là. Enfin, on va avoir un temps trop court, mais évidemment pour en discuter. Et je sais pas, pour le profil de l'élu à la culture, peut-être les autres. Celui qui a eu 2 mandats. Moi, c'est un peu particulier. Je vais juste répondre aussi à la question du soutien au secteur privé, enfin de la relation au secteur privé. Ça concerne plus particulièrement les métropoles qui ont la compétence développement économique et qui ont des dispositifs, et les régions qui ont des dispositifs pour accompagner l'initiative privée et l'économie du secteur, hein, clairement. Et on doit avoir cette attention comme on l'a pour tous les secteurs économiques. De toute façon, la culture n'a pas à être différemment considérée. Donc oui, il y a des dispositifs. Je sais à Rennes Métropole des subventions pour les bureaux de production, par exemple, pour toutes les collectifs de plasticiens qui effectivement ont besoin d'être accompagnés dans leur modèle économique. On est très attentif à accompagner les parcours des initiatives jusqu'au moment où ils sont autonomes, et c'est bien l'objectif qu'ils soient autonomes et indépendants. Mais on souhaite effectivement qu'il y ait un secteur privé qui soit aux côtés du secteur public, voilà, pour faire vivre cette diversité culturelle sur le territoire, et c'est évidemment important. Sur le profil, moi j'ai un profil particulier, mais qui est assez idéal, en tout cas pour être adjoint à la culture. Et oui, je le dis, j'assure. C'est qu'en fait, j'ai travaillé dans la culture toute ma vie précédente, et notamment comme artiste, comme producteur, comme tourneur, comme régisseur, programmateur, plutôt dans le secteur musical, mais pas que. Et ça donne une bonne connaissance, effectivement, en tout cas, des fonctionnements des différents secteurs, mais surtout de ce qu'il y a dans la tête des gens. Et j'étais effectivement acteur culturel à défendre dans les bureaux des élus des projets, et je sais ce qui se passe dans leur tête. Et ça c'est vraiment appréciable. Et franchement, j'ai jamais de difficulté à me retrouver face à 50 artistes ou 50 porteurs de projets très remontés, parce que je comprends leur colère parfois, leur sentiment d'injustice, et ça se traite en compréhension, en bienveillance, et il faut parfois du temps, mais en tout cas, il ne faut jamais rompre le dialogue avec eux. Voilà, c'est vraiment ça la démarche que je propose. Et le fait d'être dialogue entre nous, en fait, hein, c'est quand même ça le secret aussi, c'est que quand on a des questions, on se les partage sur des fameuses petites boucles, et c'est clair que ça nous aide. Sur la question de quel profil avoir, moi je dirais juste en avoir profondément envie. Et oui. Et après, on peut développer des tas de choses à partir des compétences acquises dans la vie, mais faut en avoir vraiment envie. Il faut en avoir envie et il faut aimer ça, bien sûr. Mais si on regarde quand même vos 4 profils, vous allez tous à voir avec le secteur artistique et culturel, ce qui donne une pertinence
dans vos analyses et une légitimité quand vous êtes en face d'artistes, de collectifs, d'institutions. On peut pas complètement vous dire, vous n'y connaissez rien. Et je pense que, alors, c'est un peu le paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, justement, ça pourrait être intéressant d'avoir des adjoints qui n'y connaissent rien pour, voilà, pour pouvoir être de meilleurs porte-parole des habitants qui ne sont pas des spécialistes. Mais en même temps, le jeu des politiques culturelles se construit un peu à trois, les habitants, les acteurs culturels et les politiques, et les responsables publics. Quand je dis les politiques, j'ai envie de dire les responsables publics parce que je travaille aussi beaucoup avec les services, hein, et les services apportent de l'expertise qui aide beaucoup les élus. Donc comme ce jeu à trois, il est quand même assez, je dirais, complexe, il vaut mieux quand même que, je trouve, les adjoints et les adjointes à la culture et quelques spécialités. Ils ne peuvent pas tous être du même profil. Vous avez 4 profils différents, mais je pense que c'est quand même bien d'y penser. Du coup, je passe la parole à Chrysaline. Ouais, le fil est court, hein. Méfiez-vous quand même. Hein. Bonjour, Chrysaline. Ça fait 15 ans que je suis chef de service culture en collectivité. Je pense que j'ai travaillé avec une dizaine d'élus. Aujourd'hui, je travaille à la métropole de Lille. Mais je m'inscris complètement en faux de ce que vient de dire Pascal. Je suis absolument pas d'accord. C'est des élus, qui ont une expérience artistique peuvent faire le pire comme le meilleur. Et que je pense que la bonne posture d'un élu, c'est d'abord l'écoute. Et vous avez parlé beaucoup de dialogue. Je pense que c'est principalement ça qui ressort. Et je ne crois pas du tout qu'il faille avoir une légitimité ou une expérience artistique pour être un bon adjoint à la culture du tout. Mais une appétence pour le sujet, peut-être. Oui, bien sûr, non, oui, ça Voilà. c'est sûr, mais pas... Bonjour, Lucille Rimbert. Donc moi, je suis directrice de Lieu au Carré. C'est une structure artistique qui intervient énormément en mutation de la ville. Donc nous, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux et plus largement le secteur de l'habitat. Et on est labellisé par l'ANRU comme structure d'expertise conseil, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain. Et je pose ma question, c'est en t'écoutant en fait sur... et j'étais aussi hier, il y avait un atelier sur le service public, l'art et la culture. Et je ne sais pas si c'est une question ou une piste pour les prochaines municipales et le mandat à venir, où moi je m'interroge sur la question de la gouvernance et des financements et de l'hybridation, c'est-à-dire que le constat c'est que au jour d'aujourd'hui, les financements publics, en tout cas pour la culture, sont en récession. Et donc, comment aussi on pense des financements avec le privé, sans que ce soit forcément du mécénat, donc de la défiscalisation. Comment aussi, dans le secteur du privé, du champ d'autres secteurs professionnels, il y a des alliés, il y a des structures, il y a des entreprises qui ont envie de faire humanité ensemble, qui ont envie de faire du lien social, qui n'ont pas forcément l'expertise parce que ce n'est pas leur cœur de métier, le soutien à la création artistique, les résidences artistiques longues in situ, mais qui peuvent être des alliés et et je dis ça parce qu'à mon avis, c'est au niveau des collectivités, élus et services qu'il va falloir avoir une stratégie pour que aussi en termes de gouvernance sur les territoires, la coordination reste au niveau des collectivités. Sinon, il va y avoir énormément d'initiatives qui vont ne pas être soit connues des élus et des services, et c'est pas parce qu'elles sont bien ou mal, c'est juste qu'elles vont être hors des radars, soit des initiatives qui vont peut-être percuter d'autres initiatives initiées par les collectivités. Et je dis ça parce que nous, côté Lieu au Carré, au sein de ma structure, on a un modèle économique aujourd'hui où on a plus de la moitié de nos ressources qui viennent en fait des acteurs de l'habitat. Et pourtant, l'administration fiscale nous a reconnus comme structure culturelle d'intérêt général. Donc, c'est pas parce qu'on a en fait des partenaires qui s'engagent à nos côtés en financement qu'on bascule sur une logique lucrative. Donc voilà, donc c'était entre une question, peut-être que vous avez déjà des pistes ou une piste de réflexion. Je voudrais réagir aussi un peu en complément des différentes interventions. C'est vrai que, la structure du financement public est en train de bouger.
hein, c'est-à-dire avec la diminution de la part structurelle récurrente, etc., au profit toujours croissant d'un appel de projet, modifie quand même, et c'est aussi une réponse à vous, ça modifie forcément le type de compétences que peuvent mobiliser des acteurs et des services aussi. Hein. Donc là, il y a un changement, et vous le savez bien, hein, dans le secteur de la politique de la ville, il y a énormément, ça fonctionne beaucoup par appel à projet, mais il y a des compétences qui se fabriquent aussi là et qui sont éventuellement mobilisables dans le secteur culturel. Et je crois que c'est vers ça qu'on va de plus en plus, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que quand on écoute certains acteurs culturels, ce qu'ils vous disent, c'est on passe d'un projet à l'autre et le projet global de notre structure, notre compagnie, etc., finit par être dilué parce que il faut assurer la survie de l'équipe et donc du coup répondre sans cesse à des appels à projets qui sont toujours plus contraignants. Sur les partenariats publics-privés, l'enjeu, c'est quand même de faire vivre des territoires qui vivent dans l'interdépendance de tous les acteurs économiques, culturels, éducatifs, etc., ou de soins. Moi, j'ai jamais cru que le mécénat était une solution durable. Le mécénat sont juste des opportunités à certains moments d'intérêt qui se convergent. Par contre, effectivement, construire des partenariats avec des acteurs du territoire pour soutenir des projets, ça peut être des projets éducatifs, hein, mais ça peut être des projets sportifs et culturels ou culturels. On a quelques exemples à Rennes de grandes réussites justement de construction de projets culturels qui se font avec des partenaires qui sont très heureux de s'impliquer aux côtés de l'acteur culturel dans l'intérêt de leur entreprise, parce que ça participe à créer aussi une identité et un sentiment d'appartenance à une entreprise qui est engagée pour son territoire, pour les salariés, mais également beaucoup de chefs d'entreprise ont envie de faire vivre leur territoire. Alors, quand je parlais du GIP Café Culture dans les territoires ruraux, c'est la même démarche. Hein. C'est des entreprises qui veulent faire vivre leur territoire et des collaborations et des partenariats durables se construisent comme ça avec des partenaires privés qui s'engagent aux côtés d'acteurs culturels sur des événements récurrents ou sur des équipements. Et ça, je trouve ça assez sain et totalement complémentaire d'un partenariat d'un acteur avec la collectivité. Et voilà, c'est profitable à tous en tout cas.